Exclusif Nouveau Info, des mères membres de la mission de l'Esprit Saint accusées d'exploiter illégalement une école. C'est une bonne chose que ça bouge. Je pense que c'est un bon moyen, un petit pas à la fois, de revoir la façon de bien structurer les personnes qui font l'école à la maison. Également ce soir, à l'approche des élections, la coalition Avenir Québec devient l'équipe Christine Fréchette. Maintenant, il est associé à mon nom. Ça s'inscrit dans le virage qu'on fait au niveau de la gouvernance. Et l'Argentine en finale de la Coupe du Monde après une remontée inespérée. Il est 22h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Il y a du nouveau ce soir dans le dossier de la mission de l'Esprit Saint dans la région de Lanaudière. Nouveau Info a appris que 5 mères sont accusées d'avoir exploité une école illégale. Des accusations et des constats d'infraction aussi émis à la suite d'une enquête menée par le ministère de l'Éducation. Le documentaire La prison de l'Esprit Saint de ma collègue Marie-Christine Bergeron a d'ailleurs révélé les dérives sectaires du mouvement, notamment en matière d'éducation. J'ai discuté des récents événements avec Fée Larivière, une ancienne membre. Bonsoir Fée, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Marc-Claude, ça me fait plaisir. D'emblée, vos réactions après avoir appris justement qu'il y a eu des accusations, des constats d'infraction en lien avec l'exploitation de cette école illégale au sein de la mission d'Esprit Saint? Premièrement, j'ai été agréablement surprise de voir que le ministère de l'Éducation, le gouvernement bouge enfin là, pour aider en tout cas les enfants de la mission de l'Esprit Saint ou de les sectes à se sortir de ce milieu d'éducation malveillant pour les enfants. Là. Oui. Bouge enfin, parce que ça fait longtemps qu'on signale le mouvement de la mission de l'Esprit Saint. Il y a aussi le documentaire de ma collègue Marie-Christine Bergeron. Est-ce qu'il était temps que le ministère de l'Éducation bouge? Puis surtout, est-ce qu'on en fait assez pour protéger les enfants? Bien, selon moi, c'est une bonne chose que ça bouge. Malheureusement, il manque énormément de structures, je pense, au niveau du ministère. Je pense que c'est un bon moyen, un petit pas à la fois, de revoir la façon de bien structurer les personnes qui font l'école à la maison, les sectes, les mouvements religieux. Moi, je pense sincèrement que ces enfants-là devraient côtoyer des écoles publiques, qui est un stabilisateur quand même de la société. Ils pourraient, ces enfants-là pourraient socialiser avec d'autres enfants, entendre d'autres façons de penser, côtoyer d'autres cultures et ouvrir leur esprit à une certaine liberté là, de penser. Oui, parce que c'est très, très hermétique comme mouvement. Là, on voit que ce sont des femmes qui ont été visées, 5 femmes. Est-ce qu'elles ne sont pas aussi un peu victimes là-dedans, elles aussi? En fait, totalement. Là, selon moi, ces femmes-là sont victimes de leurs croyances, de ce qu'on leur a appris depuis qu'ils sont toute petite, dès la naissance. On apprend dans cette religion-là qu'il faut être mère jeune. L'éducation, bien, c'est l'éducation de la mission qui est bonne. L'éducation de l'extérieur, elle n'est pas bonne. C'est pratiquement impossible d'envoyer ses enfants à l'école publique ou privée sans être jugés ou excommuniés du groupe. Donc, évidemment que ces femmes-là qui sont soumises à des hommes dans le mouvement religieux sont elles aussi victimes, en fait, là, de ce qui se passe par rapport à l'école à la maison. Alors, il y aurait peut-être un autre ménage à faire. Et pour nous remettre en contexte, vous avez grandi au sein de la mission de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on vous a appris dans cette école-là? Et surtout, quel impact ça a eu quand vous avez sorti sans diplôme là, à l'âge de 25 ans? Bien, c'est sûr qu'on recommence à zéro quand on a 25 ans, qu'on a 3 enfants, qu'on est monoparental. Déjà, c'est difficile, là. Il y a déjà des couples qui se séparent puis ils vivent une certaine difficulté, autant financière parce qu'on n'a jamais eu d'emploi, on n'a pas de diplôme, pas d'études, souvent même pas d'études secondaires, donc collégiales, universitaires. On part vraiment à la base et on perd toutes nos ressources aussi qui sont autour de nous puisque justement la secte, c'est des gens autour de nous. Donc, si on décide de quitter, de partir, bien, on perd toute cette famille spirituelle-là là, qui nous guide et qui nous supporte. Là. Fait qu'on se retrouve vraiment tout seul à essayer de survivre dans la société et comprendre aussi. Là, on a beaucoup de choses à défaire de notre esprit et reconstruire. Fait que c'est une longue reconstruction. Là, donc, c'est très difficile pour une femme, une mère, une jeune fille de quitter ces mouvements-là là, religieux. Ça prend beaucoup de courage, visiblement. Merci beaucoup, Fée Larivière. C'est un témoignage qui est quand même troublant. Alors, on va continuer de suivre ce dossier-là. Merci.
Merci beaucoup. En politique maintenant, la CAQ change de nom à quelques semaines seulement du déclenchement de la campagne électorale provinciale. Le parti devient Équipe Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec. Il souhaite ainsi tourner la page sur l'ère François Legault. Mais est-ce que cette stratégie va quand même permettre à la formation de remonter dans les sondages? Lily Mercure. La CAQ a été rebaptisée Équipe Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec. C'est un changement qui a été autorisé par le directeur général des élections au cours des derniers jours. Mon arrivée, ça correspond à un changement d'approche, un changement de style, de leadership, et je pense que c'est normal de changer le nom. Le nom portait le nom de M. François Legault. Alors, voilà, maintenant, il est associé à mon nom. Ça s'inscrit dans le virage qu'on fait au niveau de la gouvernance et au niveau du leadership. Je trouve que c'est très bien pour Mme Fréchette. Je trouve qu'elle fait un très bon travail. Ben, ça change rien pour moi. Je ne voterai pas pour elle, de toute façon. Lors des dernières élections, le parti s'appelait Coalition Avenir Québec, l'équipe François Legault. Le changement de nom pour Christine Fréchette fait une coupure avec le fondateur du parti. Même sur le site web, Équipe Christine Fréchette est mis de l'avant, tandis que Coalition Avenir Québec est relayé au bas de la page. Un pari quand même risqué de tout miser sur une personnalité. Mais je pense personnellement, d'un point de vue communication, c'est le bon pari parce que Christine Fréchette, les gens n'ont pas encore suffisamment d'opinion à son sujet. Donc, ils ont un préjugé favorable en général. Elle a une bonne notoriété. Est-ce que vous pensez que ça va l'aider pour les prochains... Non? Non. Comment ça? Parce que c'est la CAQ. Oui. Ça reste la CAQ. Même s'ils sont détachés de François Legault. Ça veut se détacher de François Legault, mais tout le reste sont encore là. Puis quand tu nommes un parti politique après ton nom, c'est vraiment un peu trop pour ça, pour l'ego. Le fait que ça soit personnalisé à une personne particulièrement, je suis pas sûr que ça me donne le goût de voter. Quand on fait ça au municipal, pourquoi qu'on peut pas le faire au provincial? Écoutez, je sais qu'il y a eu l'équipe de Nicodère. Là, c'est l'équipe Christine Fréchette. Mais ça m'a pas plus donné le goût de voter pour Denis Coderre. Puis là, ça me donnera pas plus le goût de voter pour Christine Fréchette. Parce que souvent, on vote pour un parti et pas pour la personne. Le vote pour la Coalition Avenir Québec était excessivement, intimement lié à l'appréciation de François Legault. Et donc, quand le chef est populaire, le lien est fort pour le vote pour la CAQ, mais c'est un couteau à double tranchant. Parce que si la relation elle est très, très forte, quand le chef n'est plus populaire, les gens votent moins pour ce parti-là. Alors, je suppose que dans ce cas-ci, on espère que la cote de popularité de Christine Fréchette augmente. La première ministre a d'ailleurs présenté 2 nouvelles candidates pour les élections de cet automne. Il s'agit de Julie-André Numainville et de Rachel Renaud, la sœur de Gaby Renaud, qui a été victime d'un féminicide l'automne dernier et à qui on doit la loi pour protéger les victimes de violences conjugales. Il y a présentement 73 candidats qui vont se présenter aux élections de l'automne 2026. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Autre décision du gouvernement depuis ce matin, vous n'avez plus à payer la TVQ sur plusieurs produits. On parle par exemple de la crème glacée, des fruits et des légumes coupés ou encore des muffins et du papier hygiénique. Le gouvernement dit avoir pris cette décision pour alléger un peu le portefeuille des Québécois. Juliette Poirot. C'est officiel, vous n'avez plus à payer la TVQ sur une panoplie de produits à l'épicerie, une mesure qui coûtera environ 100 millions de dollars au gouvernement du Québec par année et qui ferait économiser moins de 100 dollars par famille en moyenne. C'est sûr, c'est un rabais. On prend tout ce qu'ils peuvent nous donner. Quand on peut économiser. Ça devrait peut-être être même sur tous les produits d'alimentation. Parmi les produits visés, on retrouve les desserts glacés individuels tels que les crèmes glacées, le yogourt glacé ou les sorbets, les pâtisseries et produits de boulangerie tels que les beignes, les biscuits, les muffins, mais seulement en portions individuelles ou en paquets de moins de 6 unités. Les desserts prêts à manger tels que les mousses, la gélatine ou les desserts fouettés en portions individuelles. Les fruits et légumes préparés tels que les salades de fruits, les plateaux de fruits coupés et les plateaux de légumes prêts à servir. Les collations telles que les noix, le granola et les barres de céréales. Et finalement, le papier de toilette et les mouchoirs en papier. Il faut voir l'application de la mesure aujourd'hui comme étant un pas dans la bonne direction. On aide les citoyens, dans le fond, à avoir un peu plus de marge de manœuvre pour s'acheter des produits qui sont essentiels, l'alimentation et certains produits en dehors de l'alimentation. Ce choix de produits n'est pas anodin. Il permet de rendre plus cohérents les prix de ces produits à l'épicerie, en plus de viser des produits qui sont davantage consommés par des personnes à faible revenu ou les personnes âgées, entre autres. On cesse de discriminer contre certains produits et contre certains groupes démographiques, donc les gens âgés, les gens qui consomment peut-être
moins de nourriture, là, parce qu'on parle de collation, finalement. Là. Il y a plusieurs produits qui étaient taxés parce que ce n'était qu'une collation, tandis que si on achetait, mettons, 2 ou 3 muffins, bien, c'était pas taxé, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'acheter 2 ou 3 muffins. Et ça permet de corriger aussi une incohérence pour les consommateurs. C'est pas tout le monde qui comprenait pourquoi le même produit, s'il était individuel, en paquet 5 ou en paquet 6, la taxation ne s'appliquait pas de la même façon. L'abolition de la TVQ est tout de même un casse-tête pour les commerçants qui doivent changer des centaines, voire des milliers d'étiquettes sur les tablettes ou bien ajuster le prix à la caisse. On se retrouve souvent dans des situations où vous avez de grands groupes qui ont les moyens humains, les moyens technologiques de mettre ça rapidement. Et pour les plus petits commerces, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Donc, le laps de temps est vraiment important. On avait demandé entre 5 et 6 semaines. On a eu 7 semaines pour la mettre en place. Ça devrait être normalement correct pour l'ensemble des commerces au Québec. Mais ça prend toujours naturellement un temps de rodage. Il est à noter par contre que la TPS fédérale sera toujours appliquée sur ces produits et que l'abolition de la TVQ ne s'applique que dans les commerces de détail et pas dans les restaurants. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. En Ontario maintenant, plus de 170 feux de forêt sont actifs, dont une cinquantaine non maîtrisés. Un ordre d'évacuation obligatoire a été émis pour des secteurs du nord-ouest, dont plusieurs communautés autochtones. Regardez ces images saisissantes. Un train du CN a même été encerclé par les flammes. Heureusement, l'équipage et les passagers sont sains et saufs. Mais conséquence de ces feux, en matinée, Toronto affichait la pire qualité de l'air au monde, selon l'organisme IQ Air. La ville reine a depuis glissé au 4e rang du classement. C'est maintenant officiel, c'est l'Argentine qui affrontera l'Espagne en finale de la Coupe du monde de la FIFA. Les Argentins qui l'ont remporté face aux Britanniques par la marque de 2-1. Le but vainqueur a été compté à la toute fin du match. Ça donnait lieu à des scènes de liesse dans la capitale, Buenos Aires. Et on fait le point tout de suite avec Olivier Brett, notre collègue de RDS, analyste de soccer. Olivier, est-ce que tu es surpris de cette victoire de l'Argentine? Oui, et je devrais pas l'être parce que l'Argentine nous a refait ce que l'Argentine nous fait depuis le début de ce tour éliminatoire. C'est maintenant 9 buts après la 75e minute en 4 matchs de tour éliminatoire pour les hommes de Lionel Scaloni. Un 4e but marqué dans les arrêts de jeu. Ce qui est très décevant, évidemment, du côté de l'Angleterre, c'est de voir qu'on avait ce match en main jusqu'à ce qu'on fasse des changements qui étaient très défensifs. Les Anglais diront probablement a posteriori trop défensifs. On a laissé l'Argentine reprendre le contrôle du match et ça a glissé des mains des Anglais qui devront finalement se contenter d'une petite finale. Et avec Lionel Messi qui n'a pas déçu ses fans. 39 ans, plus vieux joueur à disputer une demi-finale de Coupe du monde. 2 passes décisives, une du pied droit. Ça, c'était celle sur le but vainqueur. Lionel Messi, qui est connu pour son pied gauche dévastateur, m'a été capable de démontrer tout son savoir et toute sa patience aussi. Et c'est une équipe qui joue comme une sélection qui se sait imbattable. Et ça, c'est une confiance qu'on est allé chercher en 2022 avec un sacre au Qatar. C'était la première Coupe du monde de Lionel Messi qui venait après presque 2 décennies d'attente et de comparaison avec Diego Maradona. Là, on a un Lionel Messi qui sait quand se faire décisif et surtout, depuis quelques matchs en tour éliminatoire, d'autres joueurs qui ont commencé à contribuer offensivement, chose qui revenait presque exclusivement sur les épaules de Lionel Messi en phase de groupe. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour Messi et compagnie. Alors là, les demi-finales sont terminées. On se tourne vers la grande finale de dimanche. Argentine contre l'Espagne. On s'attend à quel genre de finale? C'est rare que je regarde la météo dans le New Jersey 3 ou 4 ou 5 jours d'avance, mais c'est exactement ce que j'ai fait à la fin de la rencontre d'aujourd'hui parce que la chaleur peut devenir un facteur monstre. Ça avait été le cas pour l'Angleterre face à la Norvège en quart de finale. Les 2 matchs de demi-finale ont été joués au frais à l'intérieur. Là, on revient à l'extérieur pour ce match-là dimanche dans le stade de New York, New Jersey. J'ai très hâte de voir le début de rencontre. Je pense qu'on va avoir une équipe de l'Espagne qui va essayer de contrôler le ballon exactement comme on l'a fait face à l'équipe de France. Maintenant, les Argentins vont avoir pris des notes de l'échec français. Je pense que les Argentins vont tenter de bousculer les Espagnols aussi. Je serais personnellement pas du tout surpris si ce match-là allait en prolongation. Et tes prédictions, on s'attend déjà à ce que ce soit un match assez chaud? Écoute, ça fait plusieurs matchs
que j'ai l'impression qu'on est au bout du rouleau du côté de l'Argentine et on continue à chaque fois de renaître de nos cendres en voyant la qualité et surtout la constance de l'équipe d'un match à l'autre et sur des périodes de 90 minutes complètes. Je pense que les Espagnols vont être légèrement favoris, mais après ce que les Argentins viennent de faire en tour éliminatoire, je pense qu'il faudrait être très courageux pour gager contre les Argentins. Tout est possible. Merci beaucoup, Olivier. Plaisir. Avis aux amateurs de course automobile, une nouvelle exposition temporaire consacrée à Gilles Villeneuve va être inaugurée dès demain au Parc Jean-Drapeau à Montréal. Le public pourra y admirer des archives inédites, des objets de collection, mais aussi des éléments de production du film sur la vie du célèbre pilote qui sortira en salle en novembre prochain. Marie Cassimard. Tu as travaillé très, très fort en coulisses pour mettre en place cette exposition-là, mais tu l'as encore jamais vue, jamais encore parcouru, et j'ai envie qu'on le fasse ensemble. Ça fait super plaisir. En 74, tout jeune, regarde les tout jeune. Ben oui, un bébé. Il y avait quel âge en 74? 24 ans. 24 ans. 24 ans, c'est ça. En 74, la carrière de Gilles commence en Formule Atlantique. Okay. Donc Gilles, il avait commencé l'année précédente, il avait suivi son cours de pilotage, 73. Et là, il est allé voir Écurie Canada. Il est allé taper à la porte, il a dit « Moi, je veux piloter pour toi. » Écurie Canada, il a dit « J'ai besoin de 50 000. » OK. Il s'en va, il vend la maison. Une semaine plus tard, il retourne voir Écurie Canada et il dit « Voici ton chèque. » Il a vendu la maison. Il a vendu la maison. La maison familiale. Exact. OK. Ta mère a dit rien à ce moment-là? J'imagine, pas j'imagine, je le sais, là, elle était comme « Wow! » T'es sûre de ton affaire, Gilles? T'es sûre, là. La première course, il arrive 3e. Wow. Ça commence bien. Et puis, 2 courses plus tard, il y a un accident à Mosport et il se casse la jambe. Saison finie, terminée. Là, c'est comme, qu'est-ce que je vais faire? 75 a été une année très difficile. C'est donc en 75, Gilles n'a pas les sous. Fait que là, avec ma mère, il discute, puis là, il décide, OK, qu'est-ce que je fais? Bon, on va aller acheter le châssis et le moteur de la Grande-Bretagne sur crédit. Adviendra ce qu'elle viendra, on saute dans le néant, on prend une chance incroyable. Mais il était confiant. Il a toujours eu cette confiance-là. Mais faut être un peu... faut prendre des risques. Faut prendre des risques. Faut taper la limite. Faut être sûr de soi-même, c'est sûr. Mais ce que je trouve inspirant, c'est à un moment donné, il faut se jeter en se disant j'ai confiance dans l'avenir, dans mon potentiel. Dans le total, dans la saison, il finit 5e. Et donc, c'était incroyable. Et là, c'est comme wow. Fait que après ça, on s'en va en 76. OK. Il a l'air anxieux là-dessus. Là, anxieux, tu dis? Oui. En tout cas, il a l'air dans sa tête. Là. Dans sa tête, il réfléchit. Bien, c'est parce que là, ça a été dur, le 74. Il s'est rebâti avec la saison Atlantique 75. Et puis là, il fait une saison incroyable. Il gagne 9. Il n'y a pas le choix de gagner à ce moment-là. Il n'y a pas le choix de gagner, mais il a la meilleure voiture et c'est le meilleur pilote. Et donc, il gagne pratiquement toutes les courses. Il gagne le championnat. Mais que la reine appelle Gilles, il y a une option de 3 courses en 77. J'ai des frissons. C'est ça qui arrive. Okay. C'est comme une histoire, un conte de fées, mais c'est pas un conte de fées facile. Il a voulu, il a donné. C'est pas juste Gilles chez Ferrari. Comment il s'est rendu chez Ferrari, c'est ça le spécial, c'est ça qui est spécial. C'est ça le mystère qu'on essaie de démontrer ici. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info. On reconnaît ce succès de Jean Leloup. Alors, ce soir de première à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, le public peut enfin découvrir Paradis perdu, le nouveau spectacle du Cirque du Soleil consacré à l'œuvre de Jean Leloup. D'ailleurs, l'auteur-compositeur-interprète était présent à la représentation. C'est le 10e opus de cette série Hommage qui a notamment célébré le parcours d'icônes comme Guy Lafleur, les Cowboys fringants et Luc Plamondon. Moi, c'est la décadence. J'étais adolescent quand c'est sorti en 1990, fait que c'est ma chanson préférée. Il doute tout le temps et c'est ça qui fait qu'il est le génie qu'il est. Puis je veux qu'on lui rende hommage de son vivant. Je suis content que le Cirque le fasse aujourd'hui. Il faut qu'on continue à le faire. C'est sans doute le meilleur parolier au Québec et sans doute le meilleur mélodiste au Québec. Je suis une grande fan de Jean Leloup. Alors de voir comme ça 2 univers géniaux cohabiter avec Jean Leloup, le Cirque du Soleil, je pense que ça va être fabuleux.
C'est une grosse soirée pop au Festival d'été de Québec. Kesha est en vedette sur les plaines d'Abraham. Félix-Antoine, c'est une artiste qui connaît une renaissance. Oui, vraiment. Elle dominait tout au début des années 2010. Mais elle a disparu un peu. Et c'est, entre autres, les réseaux sociaux, dont TikTok. C'est un peu ironique. Elle avait inventé TikTok avant même l'application qui l'a ramené. Mais il y a aussi toute une saga judiciaire que peu de gens connaissent. En 2014, elle a accusé son producteur d'agression sexuelle, de violence verbale. Et elle a tenté de se défaire de son contrat. Ça a été une saga judiciaire de 9 ans, dont j'ai pu parler notamment avec une de nos chroniqueuses, Bérénice Tardy. Je vous laisse entendre. C'est finalement en 2023 qu'à l'amiable, les deux ensemble ont décidé, regarde, là, on perd du temps, on va signer un papier, tu as ça, j'ai ça, merci, au revoir, je suis plus ton producteur, ça se termine. Et c'est comme ça qu'en 2023, elle a sorti un comeback, un nouvel album, avec des chansons qui sont beaucoup plus authentiques. Une Kesha qu'on connaît moins, qu'on a appris à connaître avec l'album, mais qui s'aime plus. Et dans la foule, il doit quand même avoir des festivaliers un peu nostalgiques. Ben, je t'en parlais hier, Marie-Claude. Moi, je suis de retour dans des parties de sous-sol de quand j'avais 16 ans. C'est de la nostalgie. Et avant ça, ben, c'était Shaggy, All American Rejects. C'est une soirée nostalgie. J'en parlais d'ailleurs avec les festivaliers. Les souvenirs, ils abondent, là, que ce soit des jeux vidéo ou de du coronavirus. Donc, je vous laisse entendre ce que les festivaliers avaient à dire. Est-ce que vous avez un souvenir, une mémoire là, quand vous pensez à Kesha? Moi, c'est le Just Dance Timber avec le panda. Là, je le faisais tout le temps au primaire. Là. You better move, you better dance, let's make the night, you won't remember! Pendant la COVID, là, les danses TikTok, là, ça y allait fort. Là. Elle représente un peu tout le divertissement qu'on a essayé d'avoir pendant les moments qu'on n'avait pas. Elle a inventé TikTok avant TikTok. Littéralement. C'est une musique genre qui fait beaucoup me chercher. Pourquoi? Parce que je trouve que ses paroles sont bonnes et qu'elle transmet des beaux messages. Ouais, la soirée est loin d'être finie. Elle a commencé ça fort quand même avec son grand hit TikTok. Oui. Elle en a encore pour un petit moment. Et demain, ben, c'est encore de la pop Gwen Stefani qui s'en vient. Ah, un grand succès. On se reparle demain. Bye, Félix-Antoine. Yes, bye, à demain. Alors voilà, c'est complet pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, ça fera 30 ans depuis le déluge du Saguenay, des pluies diluviennes qui avaient tué 10 personnes et fait des milliers de sinistrés. On va revenir sur ces événements marquants avec notre équipe, entre autres, qui est sur le terrain au Saguenay. Là-dessus, je vous souhaite une bonne nuit tout le monde. On se retrouve demain. Au revoir.